Bonjour Monsieur Marc Lassus. Bonjour, Merci d'avoir proposé, d'accepter notre interview. C'est c'est un un plaisir. immense privilège de vous recevoir. Donc, parcours assez atypique, riche. Vous avez créé la société J'aime Plus, une énorme société. Vous avez mis aussi au point la première carte à puce dans le monde entier. Mais on va revenir à votre enfance. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter vos débuts? Je suis d'abord ravi de vous rencontrer à Orthès, une ville des Pyrénées-Atlantiques qui est à l'angle des Béarn, Pays Basque et des Landes. C'est là que je suis né et c'est là où je reviens après 70 ans de pérégrination, de voyage, de travail dans le monde entier. Alors c'est vrai que la carte à puce a pris naissance en France. Il y a des sociétés comme Bull, on est où est Bull, Motorola France, Thomson, qui ont été les acteurs, avec un monsieur qui s'appelle Roland Moreno, mais qui a été assez habile pour prendre les idées des uns et des autres et de les breveter. Bon, ce n'est pas le plus important. Ce qui comptait, c'était de pouvoir fabriquer ce produit pas cher, de qualité, et l'exporter dans le monde entier. Et c'est bien ce que modestement, dans mon entreprise, J'aime plus, nous avons réalisé. Nous en avons vendu des milliards, en même pas 10 ans d'existence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine du mot J'aime plus? Alors, nous sommes nés dans un village des Bouches-du-Rhône, entre Marseille et Aix-en-Provence, qui s'appelle Gémenos. Petit village qui a été créé par les Grecs. Parce qu'il faut se rappeler que Marseille, Phocéa, est une ville grecque à l'origine. C'est des marins grecs qui avaient créé Marseille. Et nous étions à Gémenos, où il y a un théâtre antique qui, paraît-il, datait de cette époque-là. J'aime plus. GEM. À l'origine, je voulais appeler J'aime Club, parce qu'il se trouve qu'il y avait un club de sport pas loin qui s'appelait J'aime Club, et j'avais été mis d'accord avec le propriétaire qui avait des tennis et une piscine, et il était d'accord. Et puis, on m'a dit non, ce n'est pas possible, c'est pas très bon nom. Et c'est un Indien américain, enfin, non, un Indien d'Inde, mais qui vivait aux États-Unis, en Californie, avec qui j'avais de très bonnes relations techniques, qui m'a dit, mais ouais, pourquoi vous ne l'appelez pas J'aime plus. Et c'est comme ça que c'est baptisé. Et ça a été bien accepté. Ça, c'est accepté surtout en langue anglaise. Donc, en français, j'aime plus. Et en anglais, j'aime plus. Et en espagnol, j'aime plus. Voilà. Donc, voilà l'origine. Donc, ouais, J'aime plus, c'était du coup la première société, entreprise mondiale de fabrication de la carte à puce. C'était fait quand, du coup, cette Alors, entreprise? c'était en 1987. 1987. Et nous n'étions pas les seuls. Il y avait des Allemands en piste. Il y avait des sociétés françaises, Schlumberger, notamment. Et il y avait aussi des Japonais. Mais on a eu disons, la chance de pouvoir aller beaucoup plus vite que tout le monde, de pouvoir générer des systèmes de production relativement robotisés qui nous permettaient d'avoir des produits d'une très très grande qualité et à peu près à moitié prix de ce que proposaient nos concurrents. Donc à partir de ce moment-là, vous avez le produit de qualité et vous avez le produit de accessible au point de vue économique. Et en plus, vous pouvez livrer jour et nuit, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. C'est ce que nous avons mis en place. Donc, on a pu gagner des parts de marché très, très, très vite. Et ensuite, en parallèle, on a créé des usines dans le monde entier. Pas pour faire de la délocalisation, c'est que c'était pour servir les marchés locaux. À partir du moment où on mettait une usine en Allemagne, une usine en Angleterre, une usine au Mexique pour tous les pays d'Amérique latine, et surtout 3 usines en Chine pour servir un marché considérable, c'était pas de la délocalisation, c'était gagner des parts de marché en fabriquant sur place. Vous, votre rôle exactement, c'était quoi? Vous fabriquez, vous Mon consommez? rôle personnel, Oui, ou le rôle de... Non, oui. J'aime plus, pardon. Ben, c'était de... Alors, on achetait des puces qui étaient conçues par nous, mais il faut dire que c'est notre ancien métier. Historiquement,
mes camarades, mes collaborateurs et moi-même, nous avons vécu dans la potion magique de la puce. J'ai eu la chance de travailler aux États-Unis au tout début de la technologie. Il y avait un transistor par puce, et il y en a eu 2, 10, 50, 1 million, plus d'1 million dans votre téléphone portable aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est à 56 milliards de transistors par puce. D'où l'intelligence artificielle et tout ce machin-là. Mais nous, on a développé assez vite les puces les mieux adaptées aux technologies des télécommunications. Tout d'abord, le petit téléphone, le téléphone utilisé dans la rue, c'est-à-dire avec le Publiphone, donc des petites télécartes que nous avons développées. On était les premiers à faire de la couleur, de la publicité dessus, ce qui a plu à tous nos clients, France Télécom notamment. Et ensuite, on a fait la carte SIM, qui a été une révolution. On a vendu des milliards là aussi. Et après, les cartes bancaires. Les cartes bancaires ont mis beaucoup de temps à décoller, ce qui explique aussi pourquoi les Américains étaient en retard. Les Américains, il n'y avait que la carte de paiement qui pouvait les intéresser, et ça a pris au moins 15 ans avant que ça se généralise. Mais quand ils ont compris, les Américains, ils n'avaient qu'une envie, c'était de piquer la technologie. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On va revenir à ce chapitre là tout à l'heure, mais vous avez travaillé chez Thomson, c'est ça avant? Puis après Motorola. Non, j'ai passé 16 ans chez Motorola Voilà, c'est ça. après mes études. J'ai fait un doctorat à l'école d'ingénieur à Lyon et j'ai fait un doctorat en physique. Et là, les Motorola US m'a embauché pour travailler dans les laboratoires de Motorola aux États-Unis, en Arizona, près de la technologie. L'Arizona et la Californie étaient le cœur de la technologie des puces à l'époque. Là, je suis resté 3 années et après, on a construit une usine Motorola à Toulouse. Et après, bon, j'ai été promu, notamment dans l'usine écossaise qui fabriquait les microprocesseurs et les mémoires. Et après, à cause de mes activités, surtout de plus en plus évoluant de la recherche et développement vers la production et ensuite vers le marketing, j'ai été amené à couvrir le monde entier pour vendre le produit. Alors, par rapport du coup aux Américains, vous avez fait un livre qui s'intitule du coup La puce et le morpion, les dessus du raid et de la CIA sur la première licorne française, coécrit avec Marc Charlet. Euh, la CIA, que vient-elle faire dedans en fait, Bon, dans cette histoire? donc on en est au moment où, je vous dis, on vend des milliards de cartes à puces dans le monde entier et surtout, on vend des cartes SIM pour les téléphones portables. Et c'est le moment où la téléphonie portable décolle. On a aidé au décollage de la téléphonie portable grâce à cette petite carte SIM qui devenait la propriété des opérateurs télécoms. Chaque opérateur télécom avait sa propre carte SIM. Ça a été une révolution et c'était pas cher. Et malheureusement, alors les Américains n'avaient pas la technologie. Ils avaient choisi un standard différent du GSM, ce qu'on appelait GSM à l'époque, et donc ils étaient en dehors du marché. Et tout d'un coup, ils ont découvert une chose que nous n'avons pas vu venir, et personne d'autre, c'est que grâce ou à cause des cartes SIM, si vous aviez le contact avec les clients, la base de données qui était chez nous, parce que les opérateurs télécoms ne savaient pas gérer les codes confidentiels et tout était chez nous, dans nos ordinateurs. Les Américains ont découvert que grâce à cela, s'ils avaient accès aux bases de données, ils pouvaient espionner le monde entier. Et ils ne se sont pas gênés. Ils ont commencé par tous les chefs d'État. C'est public. Il y a le président Hollande, Merkel, qui s'en plaignent auprès de Barack Obama, etc. Et ça continue aujourd'hui. Ça continue. On parle des espions d'autres pays, mais les Américains sont les premiers espionneurs du monde. Et le sont toujours. Et tout ça, ça a été dénoncé par des gens comme Snowden. Donc, en découvrant qu'ils pouvaient espionner le monde entier, ils n'ont eu de cesse que de prendre le contrôle de GM+. Et ça, on n'a pas compris. Ils sont venus avec un gros chèque en nous offrant le marché américain que personne n'avait réussi à gagner jusque-là. Donc c'était très séduisant. On avait le marché américain pour les télécoms, pour la banque, pour les permis de conduire, pour tout un tas d'applications, la santé. Et ils viennent avec un gros chèque de 550 millions d'euros. Vous êtes une petite boîte française, enfin, qui commence à devenir raisonnable, mais 550 millions d'euros contre 26%, c'était pour nous un cadeau. Et le marché américain, enfin, le rêve américain. Et malheureusement,
ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait des actionnaires chez nous, notamment allemands, très riches, qui étaient le premier actionnaire allemand, qui était la famille Quandt, propriétaire de BMW et tout un tas d'industries dans le domaine pharmaceutique, qui avait aussi 20% chez Gemplus. Les Américains, 26%, enfin le groupe américain, 26%. Les Allemands, 20%. Et General Electric, comme par hasard, qu'on retrouve chez Alstom, quelques années plus tard, ils avaient plus de 50%. Et ils ont commencé à prendre les rênes. Moi, je ne comprenais pas. Ils faisaient des erreurs stratégiques que je ne comprenais pas non plus. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait qu'ils ne pouvaient pas contrôler, il fallait arrêter. Et donc, je me suis révolté et je suis devenu le vilain petit canard qu'il a fallu éjecter. Ils ont réussi. Vous savez, la CIA ne pouvait pas faire grand-chose contre la CIA. Et c'est ce qui m'est arrivé. À titre personnel, ça a été dramatique. Et la société a perdu le contrôle. La France a perdu le contrôle de la société. Heureusement, mais il a fallu 20 ans après, c'est revenu dans le giron français, chez Thales, qui est un excellent groupe dans le domaine de la sécurité, de la défense. Donc c'est revenu, Gemplus est revenu en France, mais que de dégâts entre-temps. Il y a une petite anecdote que j'ai vue par rapport à, vous dites Cuba et Guantanamo, je connais également et j'ai failli aussi payer le fort, payer le prix cher. Vous dites que, enfin, la CIA dit que vous avez vendu une vingtaine de cartes à puce. Vous pouvez un peu nous raconter un peu cette histoire, hein? Bon, alors, dans mes déplacements à l'étranger, j'étais sans arrêt aux quatre coins du monde pour promouvoir le produit. Et il se trouve que je m'intéressais beaucoup aux pays d'Amérique latine que j'adore. J'aime bien la langue espagnole, un peu le portugais, etc. Donc, et il se trouve qu'un jour, je suis en Amérique centrale, Mexique, Bénin, enfin, Mexique, Honduras, etc., etc., Salvador, euh, Colombie, etc. Et au retour, je décide de prendre 8 jours de vacances, ce qui m'était pratiquement jamais arrivé, en passant par Cuba où je n'étais jamais allé. Bon, Cuba, la musique, la langue que j'adore, etc. Et la visite. Et ce que les Américains ont découvert. Alors, j'ai voyagé dans Cuba, à titre personnel, j'avais une voiture de location, je suis allé jusqu'à l'est de Cuba, et notamment près de la base de Guantanamo, qui est une enclave américaine historique dans Cuba, mais qui appartient à l'armée américaine, enfin à l'État américain. Et c'est là où ils ont fait un centre de détention assez abominable, où il y a des tortures, etc. Bon, c'est très connu. Et donc, Guantanamo, je connais. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont découvert que j'avais été à Cuba, c'est un scandale. Je violais les accords américano-cubains, parce qu'il y a un embargo. Et il se trouve que ma société, ce que je ne savais pas, depuis l'usine du Mexique, avait vendu 21 cartes test pour un test de péage autoroutier entre La Havane et Valadero, qui est une station touristique. Je ne savais pas. Les Américains ont découvert ça. J'avais violé les accords, l'embargo américano-cubain. Et à cause de ça, j'étais passible de la prison. Je l'ai appris par miracle. Un jeune juriste de ma société qui était en Californie a informé mon fils aîné qui travaillait aussi là-bas. Et donc, ils m'ont dit surtout que Marc, moi, ne voyage pas aux États-Unis, ils le mettent en prison. Et j'ai éviter cela. Je ne suis jamais retourné aux États-Unis depuis. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience de M. Pierucci, de Alstom, qui a payé, lui. Il était chez Alstom, il était responsable de toute une activité de domaine nucléaire. Les Américains n'avaient qu'une envie, c'est de prendre cette technologie, ce qu'ils ont fait. C'est General Electric, là aussi, qui a pris le contrôle. Et l'État français n'a rien fait ou n'a rien pu faire. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est parti entre les mains des Américains et Pierucci a fait 2 années de prison et dans des conditions abominables et il n'est sorti qu'en reconnaissant qu'il était coupable alors qu'il est coupable de rien. Mais c'est la loi américaine. Il vous a donné le surnom de John Wayne. Pour quelle raison? Ah, c'est pur. Bon, c'est vrai que j'adore les westerns. J'adore les westerns, surtout ceux de Clint Eastwood. Mais non, c'est ma secrétaire un jour, elle en avait un peu assez de voir que mes emails étaient utilisés par tout le monde
Et elle a voulu créer une messagerie personnelle. Et au lieu de m'appeler, de mettre mon nom, elle m'a appelé John Wayne. Mais c'est elle qui a pris l'initiative, comme ça, par hasard. Évidemment, ça s'est très vite su. Et je suis devenu John Wayne en interne. Mais c'est une plaisanterie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre lien, votre rencontre avec Richard Branson? Ah, oh là. Ah, mais comment vous savez tout ça? Bon, ok. Alors, un jour, je suis absent, comme toujours, malheureusement. Mais ma secrétaire me dit, est-ce que vous avez eu Richard? Je dis qui? Richard Branson. Ah bon? Il m'a appelé? Oui. Il était tellement satisfait de voir que vous avez pu livrer des cartes au mois d'août, alors que tout le monde était fermé, que personne ne pouvait le livrer, des cartes SIM parce qu'il a créé sa propre Virtual Private Network, c'est-à-dire sa propre chaîne de téléphonie portable, sans financer les réseaux. Il achetait des millions d'unités téléphoniques et après il utilisait des concurrents pour promouvoir sa carte. Et on était le seul à lui avoir fabriqué les cartes en temps voulu, avec la qualité voulue, et il cherchait à me remercier. C'est super quand vous avez un client de cette qualité qui vous appelle, lui, Richard Branson, milliardaire, qui m'appelle pour me remercier. Bon, personne ne m'avait averti, donc trop tard, et un coup de chance, je me trouve quelques semaines après à la finale de la Coupe du Monde de rugby à Cardiff, et qui je vois Richard. Donc je vais le voir, il me salue, on était content, on avait une bière ensemble, et oui, je l'ai croisé, mais mieux que ça, c'est lui qui a racheté mon bateau, enfin, le bateau que l'on m'a saisi suite aux opérations de la CIA. J'avais fait le plus beau catamaran au monde, et malheureusement, il était saisi très vite par les banques euh, autrichiennes et américaines, donc j'ai jamais pu utiliser mon bateau. Et c'est Richard Branson qui l'a acheté. Et j'ai la fierté de dire que Barack Obama est monté sur mon bateau dans les Caraïbes. J'ai les photos. Donc c'était un super bateau. Mais bon, ça c'est le passé. Tant pis, je n'ai pas vogué sur ce bateau, mais il y en aura d'autres. Et Carlos Ghosn, vous l'avez aussi rencontré? Mais comment vous savez tout ça? Un jour, je me trouve au Japon, comme toujours, j'étais en vadrouille partout. Et l'ambassade de France m'appelle, savait que j'étais là parce que j'avais des rendez-vous bien importants. Et on me dit, il y a une manifestation, un repas qui est prévu à l'ambassade de France avec des gens très importants. Et il y aura Fillon, Premier ministre. Il y aura Carlos Ghosn parce qu'il est à la tête de Nissan et de Renault. Et il y aura Thierry Breton qui est de passage là parce qu'il est le ministre, dans le domaine de l'industrie. Donc, et on m'invite à déjeuner. Donc je suis allé déjeuner avec eux. Mais j'étais le petit bébé comme à côté quand même parce que. Mais j'étais invité, c'est vrai, ça a été une réunion très, très intéressante et ça nous aidait vis-à-vis des clients japonais. Après, vous avez fait aussi la une des journaux aux États-Unis. Alors, dites-moi si c'est exact ou pas l'anecdote. Il y a eu une personne comment dire, que vous avez accueilli pour montrer un peu les installations. Il s'avérait que cette personne était un journaliste. Du Wall Street Journal. Voilà. Bon, alors voilà, il y a ce monsieur qui franchit les, les obstacles, entre guillemets, de la communication chez nous. Donc la dame qui s'en occupe me dit, voilà, il y a un Américain qui est, elle n'a pas dit qu'il était journaliste, mais qui est un écrivain et qui voudrait vous interviewer. Bon, je l'accueille, je l'accepte, mais je mange avec lui, mais je lui dis maintenant, je suis pressé parce que j'ai rendez-vous avec l'équipe de nuit. Il me dit quoi? Vous, le patron de la loi, vous allez voir l'équipe de nuit? Je lui dis oui, c'est des gens très importants, donc je vais aller et j'ai une réunion qui est prévue. Il me dit, je viens avec vous. Je lui dis, je veux bien, mais ça va se passer en français, je ne vois pas trop ce que vous voulez voir. Il me dit, non, non, mais ça va, on va trouver Vous n'avez pas quelqu'un qui parle anglais Si, bon, je trouve quelqu'un qui pouvait traduire ce que je disais aux opérateurs, parce que c'était que des opérateurs la nuit. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler, donc ce n'était que des opérateurs. Donc je fais ma réunion, il visite l'usine, il voit les machines, il dit que c'est super propre, c'était très propre, hein, on touchait les puces, hein, c'est très délicat. Et donc il rentre,
Et il m'envoie le bouquin parce que ça faisait partie d'un chapitre de son livre où il parlait d'un chef d'entreprise européen qu'il avait interviewé. Et il s'étonnait que ce chef d'entreprise était habillé avec j'ai découvert ça, avec un costume acrylique. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Bon, enfin, acrylique, donc c'était bon marché, qui n'avait pas de chauffeur, qui n'avait pas de voiture. Un Français, chef d'entreprise, qui marche vachement bien, qui n'a pas de chauffeur, qui n'a pas de voiture, de chauffeur et de parking réservé, parce que j'arrivais avant tout le monde. Et donc, mais là-dessus, il a repris, je ne savais pas qu'il était aussi journaliste du Wall Street Journal. Donc j'ai eu la première page du Wall Street Journal où un Français particulier qui avait pas mal de succès était pratiquement se gérer comme un Américain, quoi. Sauf qu'il n'était pas bien habillé. Parlez-nous aussi de cette anecdote par rapport au... Alors, si vous voulez l'évoquer, hein, la Légion d'honneur que vous avez refusée. Vous voulez vraiment? Bon, Pour quelle raison? bon, je suis par principe, Oui, en quelle année? oula, ça devait être dans les années 80, 94, 95. Bon, par principe, je suis contre les médailles. Il n'y a que deux types de médailles que j'ai acceptées. Celle de mon grand-père qui avait gagné la guerre de 14 et que je regardais gamin dans le tiroir des médailles, la croix de machin, etc. Et celle que j'ai pu gagner en sport, parce que c'était la fierté. Quand vous gagnez des médailles en sport, en athlétisme, en basket, et après en rugby, mais surtout c'était l'athlétisme et le basket quand j'étais plus jeune, ça c'était la fierté. Et ça c'était gagné, ça c'était mérité. Et je pouvais les caresser. Et un beau jour, dans mes aventures chez Bien Plus, j'ai le maire de Marseille, Jean-Pierre Gaudin, qui était sénateur aussi, qui m'invite, enfin me convoque, entre guillemets, à la mairie de Marseille. Il était avec son chef de cabinet, et on discute de... Il croyait à l'époque que j'allais racheter l'OM, après Bernard Tapie, qui avait eu des problèmes. Et moi, c'était pas du tout mon truc, mais ça, il avait été dit que j'étais en lice pour racheter l'OM, ce qui était faux, ouais. Pour plusieurs raisons. Je pense que l'argent, ben, on avait besoin ailleurs aussi. Et puis j'étais plutôt rugby que foot. Bon, mais donc, j'ai discuté avec lui et son chef de cabinet. Et surtout de son chef de cabinet, il dit eh, mon cher, tu ne penses pas que Marc Lassus, il mérite la Légion d'honneur? Et il me regarde, je ne bouge pas. Et il insiste. Tout de même, avec tout ce qu'il a réalisé, il mérite la Légion d'honneur. Bon, et là, j'ai dit écoutez, monsieur le maire, j'ai des hésitations là-dessus. Il me dit pourquoi? Parce que la Légion d'honneur, elle a été faite pour ce qu'elle est, comme elle est utilisée aujourd'hui. C'est Napoléon qui a créé cette institution pour des militaires de haut grade qui avaient réalisé pour la France, etc. Donc j'estime ne pas la mériter. Oh, il dit, tout de même, monsieur Lassus, il était aussi sénateur. Hein. Il vous faut la Légion d'honneur. Et je vais faire la demande. J'ai dit, mais écoutez, non, je réfléchis, mais je ne pense pas. Il dit, je lui dis, je vais expliquer, je ne la veux pas. Et puis, je me mets à réfléchir, je lui dis, mais monsieur le maire, bon, je réfléchis un petit peu, je suis prêt peut-être à l'accepter, mais à une condition. Ah, enfin, voilà, tu vois. Il me dit, c'est quoi cette condition? Eh bien, monsieur le maire, c'est qu'on enlève à tous les salopards qui l'ont eu, qui ne le méritaient pas. Ça clôt le débat. Ça clôt le débat définitivement. Voilà. Après, on m'a fait une autre proposition qui était plus difficile à refuser parce que c'était un actionnaire très important chez nous, Serge Dassault. Et poliment, j'ai refusé aussi parce que, bon, quand je vois que Noriega a eu la Légion d'honneur, le plus grand trafiquant de drogue au monde, que Mitterrand est allé lui livrer la Légion d'honneur avec François Sagan et que il y a eu pas mal de questions de drogue derrière et que Noriega a fini dans les geôles américaines parce que c'était un gros trafiquant de drogue. Bon, des mecs comme ça, je ne me sentais pas membre de leur famille. Mais là, vous me poussez un peu trop loin. Là. J'aimerais que vous parliez, parce que ça, je trouvais ça intéressant à transmettre aux jeunes que je rencontre qui sont entrepreneurs et qui lancent des startups. Vous parlez de Xavier Niel et notamment, bah, lui, il a créé, alors c'est ce qu'ils disent hein, sur Internet,
le plus grand incubateur de start-up au monde, qui s'appelle Station F. Et vous dites qu'en fait, que quelque part, bah, c'est un piège, en fait, c'est un nid à piège pour prendre des idées de jeunes entrepreneurs. Vous êtes là pour semer la merde? Bon, je vais vous répondre. Vous voulez savoir? Je vais vous répondre. Bon, l'initiative de Xavier Niel est extraordinaire, elle est exceptionnelle, elle est pratiquement unique au monde. Et sur le papier, c'est très bien. Abriter des jeunes, des startups, encourager des jeunes entrepreneurs qui sont dans la phase la plus difficile lorsqu'on crée une boîte. C'est une excellente idée, excellente. Bon, le problème, c'est que d'abord, ça touche un peu trop à tout. Ça fait partie de ces fameuses interventions auprès du CIS, Consumer Electronic Show de, comment ça s'appelle, de Las Vegas, où tout le monde se gargarise et il y a peu de résultats. Mais au départ, c'est très bien. Sauf que lorsque vous levez le voile, vous constatez que dans le financement de cette structure, d'après ce que j'ai lu, hein, c'est pas moi qui suis allé vérifier, mais c'est officiel, c'est dans les journaux, dans des revues, eh bien, on retrouve InQtel, une société américaine, qui est une société de capital risque, entre guillemets, enfin, venture capital, qui dépend de la CIA. C'était ce fameux InQtel, des gens de InQtel qui m'ont piqué J'aime plus. Donc, je trouve un peu douteux que cette structure-là soit dans l'environnement de ce qu'a créé M. Niel. Et on trouve aussi comme des consultants très connus qui se sont bien enrichis et sucrés sur le dos de la France. On donne des travaux de conseil à des sociétés américaines qui sont là pour nous espionner, c'est clair. Marc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre lien avec la Chine? Bon, En il faut dire que mon livre, qui Oui, s'appelle La puce et le morpion, oui. les Chinois n'ont pas le jeu du morpion. Et ils ne savaient pas comment traduire le titre. Mais ils ont découvert qu'ils avaient le jeu de Go. Et dans le jeu de Go, il y a des pions noirs qui bouffent des pions blancs. Donc, ils ont découvert qu'il y avait un pion blanc qui peut être un pion doré, c'est une puce de J'aime plus, et qui est entouré de pions noirs qui étaient les pions de la CIA. Et ça, c'est sur la couverture de la traduction en mandarin de mon livre chinois, parce qu'il y a une traduction aussi en cantonais. Donc, j'ai eu l'honneur d'être traduit par les Chinois dans leurs deux langues, la langue ancienne traditionnelle que le cantonais, et le mandarin qui est la langue officielle d'aujourd'hui. Et évidemment, pourquoi ces intérêts pour les Chinois? Bon, il faut reconnaître que, comme bouquin, il dénonce les abus de la CIA. Bon, les Chinois se sont un peu régalés avec ça. Et donc, ils en ont vendu pas mal. Le seul problème, c'est que une fois que les traductions sont payées, blablabla, vous n'avez pas beaucoup d'euros ou de yuan par ouvrage. Mais ça en est vendu, oui, une trentaine de mille quand même, jusqu'à présent. Mais, mais ça va continuer, parce qu'arrive un deuxième livre, là, qui devrait, j'espère, faire un tabac. J'espère. Mais c'est pas mon métier. Je suis pas un écrivain, je ne suis qu'un ingénieur. Mais enfin bon, on apprend tout. Et justement, au lycée, au collège, je n'étais pas très bon en littérature, hein. Mon frère était bien meilleur que moi. Donc, j'ai fait plutôt un bac scientifique, bac Vatélem, et en littérature, pas terrible. Mais tout d'un coup, je me suis mis à écrire un petit peu, et j'espère que les gens me comprendront. C'est écrit par un ingénieur, de base, béarnais, les pieds sur terre, bien ancré, et bien ancré pour l'avenir dans le domaine agricole. Votre deuxième livre que vous allez sortir cette année, le 18 juin 2024. Là, vous avez évoqué notamment un gros projet, notamment la gestion de l'eau, l'énergie et l'alimentation, qui englobe ces trois thèmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors d'abord, 18 juin 2024. C'est exactement 84 années après la déclaration du général de Gaulle, le 18 juin 1940, depuis Londres. Et il se trouve que j'ai fait un rêve.
Et c'est une fiction, mais le général de Gaulle, il y a quelque temps, il y a très peu de temps, m'a parlé une nuit et m'a confié une mission que je vais réaliser. Je suis fortement flatté par cette distinction et on va mettre en œuvre un programme exceptionnel pour notre pays et pour nos Françaises et Français. Je le dis solennellement parce que j'y crois vraiment et je pense qu'on est à l'horizon d'une mutation de notre pays en termes écologiques, agricoles, marins, géostratégiques, et j'en passe. Voilà. Donc je suis prêt à vous en parler avec conviction. Pour expliquer un peu aussi les valeurs de ce projet, c'est aussi quelque part pour récupérer notre souveraineté en France. Exactement. Ce qui est ignoré, mais De Gaulle nous l'a rappelé en 1964, c'est que nous sommes à la tête du premier empire maritime mondial. À savoir que avec les milliers d'îles et les milliers de kilomètres de bordures maritimes que nous avons dans le monde, nous sommes les premiers, avant les États-Unis et bien d'autres pays, à pouvoir contrôler, gérer 12 millions de kilomètres carrés de ZEE, zone économique exclusive, qui représente un potentiel de développement et de richesse exceptionnel et que nous n'avons pas su exploiter ou mettre en valeur depuis la disparition du général de Gaulle, qui avait tout compris, comme dans bien des domaines d'ailleurs. Dans le domaine de l'éducation, on parlait de campus, de créer un campus international. Oui, alors je vais peut-être vous décrire le, du petit A, petit B, petit C du programme. Le constat, c'est que nous avons donc, sur ces 12 millions de kilomètres carrés de ZEE, zone économique exclusive, nous avons des milliers d'îles réparties dans le monde entier, beaucoup évidemment dans l'hémisphère sud. Ces milliers d'îles sont inhabitées pour la plupart. Et pourquoi elles sont inhabitées? Parce qu'elles sont inhabitables, d'accord? Mais pourquoi il n'y a pas d'eau potable? Il n'y a pas d'eau potable même si ces îles sont entourées d'eau, mais d'eau de mer, d'eau salée. Eh bien, grâce à des technologies que nous avons développées ici dans le sud-ouest de la France, on sait dessaler l'eau de mer avec de tout petits systèmes autonomes qui sont contenus dans des containers de marine et qui fonctionnent uniquement avec le soleil. Le soleil, un petit peu de vent lorsqu'il y a du vent, avec des petites éoliennes, pas des grandes éoliennes que nous n'aimons pas du tout, des petites éoliennes qui fonctionnent la nuit quand il n'y a pas de soleil. Mais grâce aux énergies renouvelables, soleil et vent, on peut alimenter, fournir l'énergie nécessaire pour purifier l'eau, pour dessaler l'eau de mer. Et on a des systèmes qui nous permettent de faire 15 000 litres d'eau par jour, 15 mètres cubes, et d'eau très potable qu'il faut même reminéraliser tellement elle est purifiée. Grâce aux techniques de dessalement de mer qui sont utilisées déjà dans des très grands systèmes de dessalement d'eau de mer, mais qui sont très chers, très longs à mettre en œuvre, qui utilisent tous dans les pays comme les pays arabes, Arabie Unie, Arabie Saoudite, Israël, l'Espagne, les États-Unis, qui utilisent tous des énergies fossiles, soit du gaz, soit du pétrole, soit parfois de l'énergie nucléaire, et donc qui coûtent cher, qui ne peuvent être payés que par des économies qui sont riches, près de populations importantes pour répartir les coûts. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que sur le plan écologique, ces systèmes sont désastreux. Pourquoi? Lorsque vous prenez, par exemple, 20 mètres cubes d'eau de mer, vous allez la purifier et produire à peu près 10 mètres cubes d'eau hyper potable, très pure. Le reste, les 10 mètres cubes qui restent, c'est la saumure. La saumure, c'est quoi? C'est une eau qui est saturée en sel, c'est la mer morte. Et tout est détruit. Les coraux, les poissons qui peuvent partir, les algues, tout est détruit. Et ces grosses usines de dessalement de mer polluent énormément. Bon, ils s'en sont rendus compte, il a fallu modifier le tout. Et maintenant, ils rejettent la saumure au large, dans des profondeurs importantes. Mais ce n'est pas très bon et ça coûte très cher. L'eau fournie par les usines de dessalement d'eau de mer
traditionnelle coûte très cher. Chez nous, elle est de très très bon marché. Pourquoi? D'abord, l'énergie est gratuite, renouvelable. Et deuxièmement, au lieu de rejeter la saumure à la mer, comme le font ces grosses structures, nous, comme on fait des quantités relativement modestes, 15 mètres cubes par jour, par 24 heures, c'est pas... on garde la saumure, on l'évapore, on évapore l'eau et on récupère du sel. Donc on a jusqu'à 300 à 400 kilos de sel par 24 heures, un sel de très haute qualité, du sel, de la fleur de sel par exemple, qui se vend très bien auprès des ménages, mais aussi auprès des industries. Donc, double avantage, on a une eau qui n'est pas chère grâce à l'énergie renouvelable, et on a aussi des revenus liés au sel. Bon, banco. Parmi les énergies, j'ai lu dans votre deuxième livre, vous parlez aussi des énergies à base d'algues aussi. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose auquel De Gaulle n'avait pas pensé, et pas grand monde, même aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a... Bon, les algues prennent une importance considérable, notamment dans les pays asiatiques, pour l'alimentaire. La Corée, les pays asiatiques, la Chine, le Japon, bien sûr, les sushis sont entourés d'algues, etc. Ça, c'est très intéressant sur le plan alimentaire. Mais il vient d'être mis en avant que certaines algues, des grandes algues, surtout qu'on trouve dans les mers du Sud, les kelts, etc., ces algues, une fois séchées, produisent des, de la biomasse qui peut être transformée en gaz totalement exploitable. Et ce gaz est forcément d'origine renouvelable, puisque les boutures d'algues que nous faisons chaque année, et on peut le faire en profondeur jusqu'à 20 mètres de profondeur, parce que les algues peuvent se développer avec la photosynthèse. Bon, si vous allez trop profond, il n'y a pas assez de lumière, mais ces algues se développent de façon remarquable. On les collecte, et c'est des quantités considérables. On a calculé que si un peu moins de 1% des ZE dont je parlais tout à l'heure, des zones économiques exclusives, sont utilisées pour cultiver des algues, on peut fournir suffisamment de gaz pour l'Europe entière, à des coûts extrêmement bas. Une fois les algues séchées, donc on fait ce gaz, c'est la biomasse, et, euh, et c'est du gaz pas cher et renouvelable. Parce que chaque année, vous bouturez, vous mettez les boutures d'algues sur vos filets qui descendent jusqu'à 20 mètres de profondeur, et vous avez une nouvelle culture. Donc, c'est purement écologique, renouvelable, et mieux que ça, les algues sont les premières plantes qui absorbent le CO2, bien plus que les forêts, bien plus que les forêts. Vous vous rendez compte? On est gagnant sur tous les tableaux, et tout ça, eh bien, ça peut être fait sur des propriétés françaises. Je dis aussi que les fabricants français contrôlent 70% du marché mondial pour ce type de bâtiment, tout ce qui est multicoque. Euh, Oui, votre... bon, alors là, vous parlez de la communication. Oui. Un, un des problèmes auxquels De Gaulle avait demandé à ce que nous travaillions, c'était les communications, qu'elles soient numériques, qu'elles soient hertziennes, etc., ou qu'elles soient physiques. Alors, sur le plan des communications numériques, bon, depuis 1964, le monde a fait des progrès énormes avec les satellites, avec la fibre, etc. Donc, ce n'est plus un problème. On peut avoir Internet n'importe où dans le monde aujourd'hui, n'importe où, et sur nos îles. Mais le problème qui n'est pas soluble facilement, ce sont les communications physiques. Or, ces îles, bon, lorsque vous regardez la métropole, vous regardez les îles autour de Madagascar et l'île de la Réunion, c'est 12 000 km à peu près. Bon, si vous passez par le, le Golfe Rouge, enfin le canal de Suez, pardon, ça serait 10 000 km. En faisant le tour par la Corne de l'Afrique, c'est 12 000 km. Donc vous arrivez à La Réunion, 12 000 km. De La Réunion à la Nouvelle-Calédonie, c'est 12 000 km de plus. De la Nouvelle-Calédonie aux îles que nous avons en Océanie, les îles dans le Pacifique, c'est aussi 5 000 km de plus. Si vous montez ensuite à l'île de Clipperton, qui est tout près
pas loin du Mexique et des États-Unis et de l'Équateur, c'est aussi 6 000 km de plus. Donc, entre la métropole et Clipperton, vous avez 30 000 km plus. Bon, en plus, pour faire cela, vous ne pouvez pas le faire en avion. La plupart de ces territoires sont trop limités en dimension. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'aéroport. Et quelle est la solution? Ben, la solution, c'est la mer. Et il se trouve que nous avons en France la chance d'avoir une industrie de la voile qui est très très performante. Et il y a des vaisseaux, des bateaux qui sont parfaits pour les îles, ce sont les trimarans et les catamarans, notamment les catamarans. Grâce à un catamaran qui a un très faible tirant d'eau, c'est-à-dire qui a besoin de très peu de profondeur d'eau, vous pouvez rentrer dans les lagons. Et c'est très confortable comme transport parce qu'un catamaran ne gîte pas, il reste à plat. Donc la France a cette chance d'avoir 70% de l'industrie de la voile sur les côtes ouest de la France et c'est un atout extraordinaire. Au-delà de ça, il se trouve qu'il y a de jeunes ingénieurs français qui développent des cargos à voile. Et ça va être une révolution parce qu'il n'y a rien de pire que les cargos et les grands bateaux de transport, de croisière, etc., pour polluer la planète. Ils consomment de l'énergie, des fuels qui sont très lourds, très polluants. Et donc, si on peut arriver à diminuer la consommation de ces vaisseaux, ou même à la réduire à zéro, grâce à l'air, grâce à la voile, eh bien, c'est un atout considérable. En plus, les catamarans sont très rapides. Ils sont plus rapides que les voiliers normaux en général, lorsque vous êtes aux allures opportunes. Donc, vous avez tous les avantages de pouvoir pénétrer dans les lagons, de pouvoir avancer rapidement et pouvoir avoir plusieurs sortes de catamarans. Vous pouvez avoir des catamarans de croisière et avec peu de personnel. Vous pouvez avoir des catamarans de transport pour la logistique et même des catamarans énormes pour les containers, pour des matériels qui sont très lourds et très, disons, encombrants. Donc, on a un atout incroyable. La France, grâce à sa marine, pourrait devenir un fabricant extraordinaire avec des créations d'emplois incroyables. Et les villes sur le long de la Rochelle, etc., et Bayonne sont parfaitement positionnées en Bretagne pour pouvoir développer cette technologie. D'où la réindustrialisation de la France. Et ça, ce n'est pas une plaisanterie. Des systèmes, des salamandres de mer, fabriqués en France au départ, à Bayonne. À terme, il faudrait fabriquer aussi peut-être de préférence près des marchés. Et je pense beaucoup à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a un potentiel énorme qui, malheureusement, en ce moment, ça date d'aujourd'hui ou d'hier, souffre. Il y a des problèmes de sécurité. Mais on peut amener en Nouvelle-Calédonie des perspectives incroyables industrielles, de réindustrialisation. La Nouvelle-Calédonie souffre du nickel. Elle vivait du nickel. Aujourd'hui, à la concurrence des pays asiatiques, notamment de l'Indonésie, il y a un vrai drame qui se joue en Nouvelle-Calédonie parce que le nickel n'est plus rentable. Les prix faits par les concurrents sont très inférieurs à ceux de la France, de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on peut amener des industries dans ces îles, mais des îles importantes comme Nouvelle-Calédonie, La Réunion, et développer des activités qui n'existent pas aujourd'hui. Sans oublier bien sûr, le tourisme. Parce que le tourisme n'a jamais été exploité convenablement, parce que les problèmes de communication sont là. Alors l'avion, vous l'avez, oui, de Paris à Nouméa, de Paris à l'île de la Réunion, jusqu'à Papeete, mais c'est limité. Donc, alors, il y a aussi une autre technologie qui est en cours de développement, encore une fois, à Bayonne. Ce sont des bateaux volants. Alors, le bateau volant, on connaît les hydravions. Les hydravions ne sont pas développés comme on l'espérait à l'époque, parce qu'ils ont été concurrencés par les avions de transport traditionnels et courte distance et avec des transports pas chers. Les hydravions sont restés très populaires en Alaska et au Canada, dans la partie nord-ouest des États-Unis, pour la chasse et la pêche. Mais c'est purement des petits hydravions. Là, il se trouve qu'il y a des gens qui ont récupéré des technologies qui venaient de l'Union soviétique, qui se trouvent à Bayonne
et on fait des avions. Leur projet, c'est de faire des avions qui volera de l'eau, qui sont des hydravions, mais beaucoup plus performants, beaucoup plus rapides, et qui pourront transporter des passagers en nombre important. Donc ça réglerait, on n'a plus besoin d'aéroport, on atterrit dans le lagon. Bon, ça c'est un peu la prospective, mais c'est en train de se réaliser. Donc entre les cargos à voile, nos catamarans, plus, nous l'espérons, ces avions volants, ces bateaux volants, c'est exceptionnel. Et tout ça sera rassemblé dans un livre qui va être publié récemment. Et d'ailleurs, un clin d'œil sera fait au général de Gaulle. Ce livre va être publié le 18 juin 2024. Donc rendez-vous bientôt pour avoir accès à ce livre. Et tout ce que je vous dis là est exprimé en détail, de façon chiffrée, de façon très, très crédible et qui s'appuie sur des données scientifiques, des données qui sont très, très sérieuses, faites malheureusement par des ingénieurs. Mais tant pis, hein, ils sont là pour ça. Ouais, il parlait du général de Gaulle, mais aussi il y a un petit clin d'œil par rapport à Jules Verne aussi. Et est-ce que vous pouvez nous parler du... C'est quand même grâce à vous qu'il y a eu ce projet du phare à La Rochelle, le phare du bout du monde. Barbara, Julien. Oui, André Brunet, Ah, Bonnet, oui. que vous mentionnez dans votre livre Oui, monsieur. Oui. et que vous avez, vous, quelque part, vous Bon, l'avez aidé, quoi. oui. Alors, dans mes pérégrinations, qui ont été incessantes pendant 30-40 ans, il se trouve que j'ai croisé des choses incroyables et des perspectives. Je suis devenu aussi un expert des bagnes. On en parlera tout à l'heure peut-être. Des bagnes dans le monde entier. Mais il se trouve que au cours d'un voyage en Australie, dans un magasin d'antiquités marines, je trouve un document qui indiquait qu'il y avait un Français, un marin français de très haut niveau, qui avait comme projet après avoir reconstruit un phare qu'on appelle le phare du bout du monde et qui a été décrit par Jules Verne également, sur une île qui est au large de l'Argentine, face à Ushuaia. Donc quand même, c'est dans des latitudes pas mal, près du Cap Horn. Hein. Donc ils ont reconstruit un phare qui marche avec des cellules solaires. Ce phare existait du temps des Argentins, du temps de Jules Verne, mais il marchait avec de l'huile. Et il fallait des bagnards pour l'alimenter et pour vivre sur ces territoires qui ne sont pas du tout habitables. Et le projet, c'était qu'au moment du passage à l'an 2000, le même phare soit construit à La Rochelle et qu'on allume les deux phares le jour du passage à l'an 2000. Le phare de La Rochelle a été construit grâce à... D'abord, le premier a été reconstruit par Yul Brunner, dont vous parlez, qui est un marin qui habite aujourd'hui encore à La Rochelle, avec une équipe. Il avait eu un financement venant du groupe Pinault, parce que ce sont des phares en bois. Et moi, j'ai trouvé, grâce à M. Pinault à nouveau, la possibilité de financer le phare de la Rochelle. Et donc, le projet était d'allumer ces deux phares en même temps. Nous sommes allés au bout du monde. Nous sommes allés sur cette île qui s'appelle la Isla de los Estados, hein, en Argentine, l'île des États, et qui est au large d'Ushuaia, qui est une île connue parce que beaucoup de clippers, c'est pas au Cap Horn qu'ils s'écrasaient, qu'ils s'échouaient, c'était sur cette fameuse île qui barrait la route. Il y a des courants incroyables. Et donc on est allé rallumer le phare, ce phare que Yul Brunner avait construit, et en même temps le phare de La Rochelle était construit. Et on se trouve à la fin de l'année 1999, fin décembre, et on attend le 1er janvier pour. On est là-bas, c'est un climat qui est difficile, mais on avait la chance, c'était l'été quand même. Et donc on était là-bas avec toute une équipe de ma société J'aime Plus, prêt à célébrer le passage. Il y avait la presse, la télévision, et on attendait que La Rochelle soit pris. Manque de chance. Fin décembre 1999, deux tempêtes très importantes se sont déployées sur la France. Il y a eu 96 victimes et le phare de La Rochelle a été détruit.
Donc, on n'a pas pu faire notre reportage, notre mission. Bon, on n'a pas regretté parce que c'était une aventure extraordinaire. Je me suis occupé aussi du bagne. Vous comprenez pourquoi il y avait un bagne que les Argentins avaient construit près de ce phare. Et on en a profité pour aller faire le Cap Horn aller-retour. Donc, nous sommes des Caporniers. Nous sommes très fiers de l'être. On mériterait d'avoir une boucle d'oreille pour ça. Donc, c'est une affaire qui a été une expérience extraordinaire avec une équipe de ma société multinationale, hommes et femmes, et on avait une chinoise, on avait un américain, on avait un allemand, enfin on avait des gens de plusieurs nationalités, et des sportifs, parce qu'il fallait quand même être assez sérieux, solide pour braver le climat là-bas. Je voudrais revenir, du coup, rebondir sur l'aspect bagne et notamment les prisons. Ça fait partie des chapitres importants. Vous dites que vous connaissez bien ce milieu-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais vous avez l'honneur et la chance d'être en face de celui qui est le meilleur, le plus grand expert des bagnes en France, certains, et même dans le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non, sérieux, hein. J'ai été très, très longtemps en Australie pour mes affaires, etc. En Nouvelle-Calédonie également. Et ce sont les deux bagnes à ciel ouvert les plus importants au monde. Les, les Anglais, les Britanniques, la colonne britannique a équipé l'Australie avec des bagnards, des convicts. Tous les bagnards qu'ils avaient, hop, ils remplissaient pas les prisons chez eux, hop, on envoyait tout ça en Australie. De temps en temps, on mettait quelques femmes, pourquoi pas. On l'a fait surtout en Nouvelle-Calédonie, où on envoyait nos révoltés de la commune, des bagnards, enfin des voyous, et les prostituées. Il y en a eu 400 qui sont partis de Bordeaux, voilà. On a même mis des cabis. Bon. Donc, la Nouvelle-Calédonie a été un bagne à ciel ouvert, après l'Australie ou en même temps. Bon, ensuite, il se trouve que j'avais, pour des raisons personnelles, j'avais mon fils qui vivait en Guyane. Il était, il était médecin, sorcier, dentiste, euh, trafiquant d'armes au fin fond de la forêt amazonienne au-delà de Maripasoula, qui est en haut du fleuve Maroni. Et donc, c'est la Guyane française. Et c'est là qu'il y avait le bagne de Cayenne, à l'embouchure du Maroni et de l'océan Atlantique. Donc, je suis allé chercher mon fils là-bas parce qu'on avait besoin de lui pour faire une carte à puce pour la santé, parce qu'il était médecin et informaticien. Et donc, je connais le bagne de Cayenne, pas mal, je l'ai visité, c'est horrible. Et il y a eu un bouquin par Papillon qui a été célèbre et qui raconte bien l'histoire de ce bagne. Donc, je connais l'Australie, la Nouvelle-Calédonie. Il y a le bagne du bout du monde parce que les Argentins, à côté sur cette fameuse île, avaient construit un bagne pour des militaires. Les militaires qui étaient écartés quand il y a eu un coup d'État, on les mettait au bagne là-bas. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'au bout de 2 ans, ils ont tous, même les gardiens n'en pouvaient plus, donc ils ont fermé ce bagne et ils l'ont rapatrié vers Ushuaia. Donc je connais ça aussi, parce qu'il n'y a plus que des croix, hein, des petites croix, il y a un petit cimetière. Ensuite, je suis un spécialiste aussi des bagnes américains parce que j'ai vécu en Arizona et j'étais auprès de Yuma, qui est à l'angle de la Californie, du Mexique et de l'Arizona. Et je suis passé plusieurs fois à Yuma et j'en parle dans mon bouquin, c'est assez exceptionnel. Mais aujourd'hui, c'est un musée. Les Américains, ils gagnent du fric, alors ils vous vendent des tenues de bagnards, des morceaux de chaîne, tout ça, donc c'est bien organisé. Ensuite, il y a celui d'Alcatraz, que tout le monde connaît. Alcatraz, il se trouvait que j'avais un bureau à San José en Californie. Donc chaque fois qu'il y avait quelqu'un de la famille ou un ami qui visitait les États-Unis, il fallait que la Suisse il aille faire visiter le bagne d'Alcatraz, y compris des clients d'ailleurs. J'ai été le gardien, le guide pour des clients, parce que je parlais anglais et français. Donc Alcatraz, je connais. Ensuite, tenez-vous bien, alors j'ai dit l'Australie, Nouvelle-Calédonie, l'île au bout du monde, Guyane, Yuma, Alcatraz, et qui dit mieux, Guantanamo. Et il se trouve que je connais Guantanamo, parce que je suis allé à Cuba, c'est aussi décrit dans le bouquin, mais surtout ce qui m'avait secoué et réveillé, c'est qu'une nuit, j'entends sur France Info que M. Ciotti, notre député, annonçait qu'il voulait faire un Guantanamo à la française. Alors là, j'ai sauté de mon lit, je n'en pouvais plus.
Parce que cette idée, je l'avais eue 2 ans plus tôt. Et j'en ai les preuves. Parce que j'avais balancé un poisson d'avril au deuxième fils de Jean Lassalle, le fameux Jean Lassalle. Le fils s'appelle Geoffrey. Et j'avais annoncé pour le 1er avril que Geoffrey Lassalle allait exploiter les idées de son père et proposer un Guantanamo pour les riches. Et c'était un truc, c'était une plaisanterie. Mais lui, il a pris au sérieux, parce que j'avais balancé ça par Internet à tous mes copains. Bon, il a après compris que c'était un poisson d'avril. Mais donc, l'idée de Ciotti, je l'avais eu bien avant lui. Et c'est ce que j'ai tenu à lui prouver en lui parlant de mon expérience de Guantanamo, parce que j'y suis allé, enfin, pas dans Guantanamo. Guantanamo est une enclave américaine depuis plus d'un siècle, qui coûte que dalle aux États-Unis. Même Fidel Castro a arrêté de payer parce que c'était 4 000 $ par an la location. Mais Guantanamo est devenu quand même un centre de détention horrible, où il y a eu des tortures. Obama a voulu le fermer, il n'y est pas arrivé, parce que les Américains, ça les intéresse. Ils sont en dehors de la juridiction américaine. Donc, sur le territoire américain, ils ne pourraient pas se permettre ce qu'ils ont fait. Là, à Guantanamo, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc il y a eu torture, etc. Mais pire que ça, c'est que les prisonniers, la plupart des prisonniers qui sont de Guantanamo, ne sont pas des prises de guerre de l'armée américaine, ce ne sont pas des prisonniers américains. Ils les ont achetés à l'Afghanistan, au Pakistan, etc., à tous les pays qui étaient en conflit dans la région. Donc ils ont pris ces prisonniers qui étaient des djihadistes, pour les mettre à l'abri et les rendre inoffensifs. Et donc ils s'en sont occupés. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'est devenu un centre touristique pour certains fonctionnaires américains qui sont dans le domaine de la défense, parce qu'ils viennent le week-end. Il y a un terrain de golf magnifique qui côtoie presque les drives, vous pouvez envoyer vos balles dans le centre de détention. Et il y a un super McDo, il y a un hôtel, et il y a des plages magnifiques. Donc c'est devenu c'est un centre de détention, mais il y a peut-être moins de prisonniers aujourd'hui, parce qu'il y en a pas mal qui ont dû disparaître, mais c'est aussi resté, c'est devenu un centre touristique pour certains fonctionnaires américains. Donc vous avez des traducteurs, vous avez des médecins, vous avez des gardiens, tout ça, qui viennent. Et ils arrivent le week-end avec leur club de golf, et ils n'ont pas beaucoup d'attachiqués sous le bras. Hein. Et ils viennent en Bermuda. Mais c'est tout vrai, ça, hein, c'est vérifiable. Ils ont commencé à acheter des prisonniers, enfin, à payer des prisonniers, mais à partir du 11 septembre 2001. Ah C'est oui, la oui, date, oui, ça, j'ai oublié de le date dire. importante, ça. J'ai oublié de le dire. Là, l'Amérique est devenue hystérique, bon, peut-être à juste titre. Après le 11 septembre 2001, Bush a dit le bien du mal, le truc du mal, là, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est là qu'ils se sont excités. Ils ont dit il faut qu'on éradique le djihadisme de la planète. Donc, commençons par remplir des centres de détention, dont notre prison de Guantanamo. Et comme ils n'avaient pas, eux, des prises suffisamment de prises, ils ont acheté. Incroyable. C'est comme ça. Alors, un autre sujet qui m'a beaucoup intéressé, c'est par rapport au réchauffement climatique. Il y a plusieurs arguments que je trouve vraiment très intéressants, notamment le premier avec la grotte Kosker, Henri Kosker. Et ensuite, plusieurs arguments. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus, que c'est pas dû en gros aux activités humaines? Bon, comme je le répète, je ne suis qu'un modeste ingénieur avec les pieds sur terre et j'ai tendance à lire des publications sérieuses, à écouter des vrais scientifiques, pas des gens qui se réunissent dans des messes mondiales où on se raconte n'importe quoi. Et, et c'est grave souvent et ça coûte cher. Donc, il se trouve que on sait, lorsqu'on lit des revues sérieuses, on sait très bien que notre planète a suivi des cycles de réchauffement et de refroidissement périodiques qui sont très facilement vérifiables lorsqu'on analyse les couches, les strates de la Terre. On voit les différentes phases, les végétations qui étaient là, les animaux qui étaient là, etc. Donc, on a toute une base de données très sérieuse à partir des couches, à partir de l'archéologie. Bon.
Mais je vais vous raconter ça, on ne vous croit pas beaucoup, surtout quand vous avez des GIEC et des machins comme ça qui se réunissent sans arrêt, ils font des messes médiatiques, etc. Et souvent, malheureusement, et on peut le prouver, ils trichent sur l'analyse des phénomènes météorologiques, etc. Or, il se trouve que je suis. Donc, la société J'aime Plus était entre Aix et Marseille. Vous vous rappelez de ça? Gémenos. Et il se trouve qu'il y a un plongeur qui s'appelle Henri Cosquer, qui est un plongeur de très haut niveau, qui a réussi, qui a découvert un, un cheminement, enfin un boyau sous-marin très étroit, à moins de 32 mètres sous l'eau, et en remontant dans ce boyau, c'est très dangereux d'ailleurs, il y a des gens qui sont morts derrière lui après, et en remontant dans ce boyau, vous revenez au niveau de la surface et vous découvrez une grotte qui est à l'air, libre. Mais c'est une grotte sous terre, mais il y a l'air qui a réussi à rentrer. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette grotte? Sur toutes les façades, tous les murs, il y a des dessins qui représentent la vie de l'époque, les animaux, les poissons, la végétation, etc. C'est la seule grotte au monde d'ailleurs qui traite de la préhistoire où il y a la preuve féminine, parce qu'il y a des structures féminines et des empreintes de mains qui seraient des mains féminines. Donc cette grotte est magnifique. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que ces mers à l'époque qui étaient à moins de 30 mètres, au moins 100 mètres, le niveau de la mer était bien plus bas, étaient des eaux froides, parce qu'il y a des dessins de phoques, il y a des dessins d'oiseaux marins de mer froide, mais il y avait aussi tout de même des animaux qu'on voit en Afrique, des drogues, même des félins africains, etc. Donc entre ce qui est aujourd'hui la limite de la mer à Cassis, La Ciotat, Marseille, la mer était à 15 ou 20 km au large. Donc il y avait toute une plaine qui était habitée par des animaux et qui était habitée par l'homme. Et c'est ces animaux qui sont reproduits sur les murs de la grotte Cosquer. Donc la preuve est que, d'abord, la mer était bien plus bas qu'aujourd'hui, donc la mer a monté, il ne cesse de monter, mais que ce n'était pas dû au CO2 généré par l'homme, parce qu'il n'y avait pas de bagnole, il n'y a pas de bateau, il n'y avait pas les vaches argentines qui pètent et qui dégagent du méthane et qui sont c'est dramatique pour notre réchauffement climatique. On dit un peu n'importe quoi. Donc, cette montée des eaux est expliquée de façon très scientifique par Milankovitch, par exemple, etc., qui est lié à l'orientation de la Terre, la position du Soleil, des astres et tout. Ça, c'est physiquement prouvé. Et donc, merci M. Kosker, qui nous apporte la preuve réelle que l'homme n'est quasiment pour rien dans le réchauffement climatique. Et surtout le français, parce que les Français, on est très peu à générer du CO2, on est les meilleurs élèves, comme toujours, mais ça nous coûte la peau des fesses. On met parfois l'économie en danger parce qu'on veut mettre des mesures restrictives très sérieuses et qui sont négatives. Donc, arrêtons avec le GIEC, arrêtons avec cette... Il y a un réchauffement climatique, certes, il y a une pollution, certes, il y a du CO2, oui, mais le CO2 a une influence négligeable, la France encore au moins, mais surtout, il faut en revanche regarder que nous polluons de façon affreuse les mers, les océans, nous détruisons les terres avec l'agriculture intensive, toute la biodiversité, etc. Ça, c'est oui, là, l'homme est responsable, est gravement responsable. Donc, travaillons sur ces choses-là, et ce que nous allons faire, notamment à partir de notre jardin d'Éden à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, ça, c'est sérieux. Arrêtons la pollution, arrêtons le plastique dans les océans, ce qui est dramatique. Ça, c'est vrai, l'homme est responsable de ça. Mais le réchauffement climatique, je prétends, et il y a des gens bien plus compétents que moi qui le prouvent et qui le prétendent, et ça date de bien longtemps, que ces cycles de réchauffement et de refroidissement existent et sont liés à la position des astres, l'orientation de la Terre, etc., etc. Ça, et bon, il faut vivre avec. Donc l'eau de mer, la mer monte, mais pas de façon uniforme dans le monde entier. Et puis un jour, elle va redescendre.
Et d'après certains, on est même déjà entré dans une phase de refroidissement plutôt que de réchauffement. Certains prétendent ça avec des formules mathématiques, etc. Donc, il faut faire attention dans ce qui est raconté et il faut être sérieux. Bon, nous, avec les algues, on va proposer de l'énergie renouvelable, pas chère, qui permet d'absorber le CO2 grâce aux algues qui ont un pouvoir d'absorption exceptionnel. Et puis, bon, ben, on construira sur des îles, ben, on construira des maisons sur pilotis pour, pour anticiper un peu la montée des eaux, qui n'est pas très rapide, hein. On parle de l'an 2100, etc. Et en plus, on n'en sait rien. Parce que, je vous dis, il y en a qui prétendent qu'on commence à entrer dans une phase de refroidissement. Mais autrefois, quand à la grotte Cosquer, les animaux se baladaient jusqu'à 15 km au large, et les hommes, eh bien, on allait à pied en Angleterre, c'était relié. On allait, le Groenland et toute la partie ouest des États-Unis, c'était verdoyant. Il y avait des animaux exotiques, etc. Et ça, c'est naturel. Et il n'y avait pas d'hommes, quasiment pas d'hommes. Et il n'y avait pas les vaches en Argentine qui pétaient, qui vous polluaient l'atmosphère. Par rapport à ce jardin d'Éden, pourquoi Orthez? Enfin, vous êtes né à Orthez, mais pourquoi Orthez en particulier? Vous êtes de la CIA ou du KGB ou du Mossad? Bon, je vais vous répondre. Donc, Orthez, ben, je suis né là, il y a fort longtemps, et je reviens au pays. Et je reviens au pays, mais en plus, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'intérêts. D'abord, l'agriculture dans la région, elle est restée relativement à l'abri de l'agro-industrie. Nous ne sommes pas avec des fermes, avec des centaines d'hectares, avec des tracteurs énormes, qui font du colza, du maïs, etc. Pas pour nourrir l'homme, pour, nourrir des animaux qu'on va élever en batterie, ils ne sortiront jamais dans les champs. Ici, vous voyez encore des brebis, des vaches, etc., dans les champs. Donc, donc c'est déjà ça. Il y a des petits fermiers qui, malheureusement, crèvent la faim et disparaissent. Le pays est exceptionnel. Les gens vous sourient encore. Euh, il y a, bon, je vais arrêter sur le plan politique, mais bon, il y a un aspect sentimental. Il y a un environnement académique qui est très intéressant. Il y a des écoles d'ingénieurs dans la région, à Pau, à Biarritz, Biarritz, Bidart, Bayonne. Il y a la convergence de trois régions qui sont très dynamiques sur le plan agroalimentaire, le Pays Basque, bien sûr, les Landes et les Pyrénées et le Béarn. Donc Orthez est à l'angle de ces trois régions. Euh, Béarn et Pays Basque, c'est Pyrénées-Atlantiques, et les Landes juste à côté. Donc et puis il y a l'aspect sentimental. Et puis il y a aussi des gens qui sont ouverts et beaucoup de petits paysans à la périphérie qu'il faut absolument aider. Notre mission numéro un, c'est d'aider l'agriculture diversifiée, qui est nourricière, gérée par des paysans qui sont malheureusement en voie de disparition, parce qu'il n'y a pas de successeurs. Les enfants ne sont pas attirés par le fait d'avoir des revenus qui sont en dessous du SMIC et des populations vieillissantes. Donc un de nos challenges, de nos objectifs, c'est de former des jeunes, qu'ils soient français ou étrangers, pour les préparer à faire une agriculture intelligente, nourricière, très peu consommatrice de fertilisants, de produits phytosanitaires, etc. Donc, et on va utiliser l'Afrique, notamment, comme réservoir pour nous fournir des gens qui seront prêts à travailler, à les former. On va les former, puis après on va les répartir. Après, ils retourneront aussi dans leur pays, parce que l'émigration, beaucoup d'immigration, c'est parce que les gens, ils n'ont pas d'eau et ils n'ont pas de quoi manger. Et là, on va faire en sorte qu'ils auront l'eau avec nos systèmes et qu'ils auront aussi une agriculture qui les nourrit, tout en cultivant des produits qui sont en général à haute valeur ajoutée, de façon à ce qu'ils gagnent décemment leur vie. Et au-delà de ça, il y a toute la partie éducation, comme j'expliquais tout à l'heure, pour nos îles, etc., qu'on peut faire à distance de façon très intéressante grâce aux technologies satellitaires, grâce à la fibre. Et au lieu de faire des universités
de 10 000 étudiants, pourquoi ne ferions-nous pas 1000 universités de 10 étudiants qui auraient les mêmes capacités diplômantes, etc., à distance et, et, et de façon très équilibrée, et dans des endroits qui sont souvent, au point de vue vie, qui sont paradisiaques, sur les îles, sur certains pays africains, en bordure de mer. Donc tout ça, c'est Orthès, les Pyrénées-Atlantiques, là où nous sommes, vont être le centre de ces activités. Donc il y aura d'abord une activité académique très importante et internationale, avec l'appui tout de même parce qu'il y a des écoles d'agriculture très performantes dans la région, des gens compétents, des profs qui savent de quoi ils parlent, mais on va essayer d'apporter une dimension supérieure, dimension avec des technologies nouvelles, etc., y compris, pourquoi pas, dans certains cas, tout le monde en parle, mais enfin, on sait en parler mieux que beaucoup, c'est l'intelligence artificielle, des techniques comme ça, les objets connectés que certains aiment, même nous, on les aime bien parce que ça peut être utile. Et donc on a ça parce qu'on a les compétences sur place. Vous avez à Bidart une école qui s'appelle l'ESIA, qui a un enseignement extraordinaire dans ce domaine. Et nous sommes des partenaires intimes. Il y a un passage qui m'intéresse, c'est par rapport aux produits développés en France, qui en gros pourrait être une alternative par rapport à l'emprise des GAFAM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous êtes vraiment de la CIA. Non, c'est vrai, non, il y a une société qui s'appelle Hyperpanel, qui est à Saclay, qui historiquement, c'est plus un laboratoire, mais qui est aussi quand même du business, qui a été à l'origine de la télévision numérique et du développement des technologies qu'utilisait Canal+ et Sky Channel en Grande-Bretagne. Et il se trouve que j'étais leur partenaire, parce que moi, je fournissais des cartes de décodage et de cryptage. Donc, cette société existe toujours, est très performante, et elle a développé des logiciels qui sont extraordinaires, qui sont bien plus performants que tout ce que nous proposent les GAFAM, bien connus, les iOS de Apple, les Microsoft, et ceci, et cela, et qui sont pas chers et qui surtout utilisent des composants électroniques, des puces, qui n'ont pas besoin d'être hyper performantes. Ils ont un système, ils ont des logiciels qui sont très peu consommateurs en énergie et en puissance de calcul. Donc Hyperpanel est pour nous un partenaire très important, surtout dans le contexte des objets connectés, qu'on ne pourra pas éviter. Les objets connectés, vous pouvez avoir un aspect négatif, les gens qui en ont peur, etc., mais ils sont incontournables, y compris dans l'agriculture, pour aller mesurer les qualités des sols, le taux d'humidité, etc., etc. Quand vous remontez ces informations en automatique et que vous les gérez, ben, ça aide à optimiser les cultures, les petits paysans, etc. Donc, euh, Hyperpanel est pour nous quelque chose de très, très important et on va tout faire pour que ça devienne c'est un operating system, c'est un système d'exploitation qui est concurrent des systèmes traditionnels américains qui sont dits open source, mais tout ce qui passe par les GAFAM, tout passe dans le domaine américain. Tout devient ils ont la possibilité de détourner complètement, alors que nous, ça resterait franco-français. D'où le point de la souveraineté française, la souveraineté dont je parle pour les îles est fondamentale. Et si vous avez en plus l'informatique avec vous, pour vous, eh bien, vous êtes bien mieux protégé que par les systèmes des GAFAM. Du coup, pour clore cet entretien, est-ce que vous avez un message, un mot de fin que vous voulez Oui, parce que vous avez transmettre? oublié un point très important. C'est le problème de la sécurité, le problème des migrations. Tout ce qu'on voit aujourd'hui en France d'insécurité, sans porter de jugement, mais enfin, quand on voit que les prisons sont sursaturées, qu'on se tire des prisons comme on veut, surtout qu'on rentre dans les prisons avec des drones pour délivrer et de la drogue, et des téléphones portables, et de l'argent, et que dans l'autre sens, des gars qui sont des narcotrafiquants sont en prison, mais continuent à gérer leurs affaires, je trouve que c'est plus que scandaleux, c'est insupportable. Quand vous avez un mec comme le Landais, qui est un pédocriminel grave, qui reçoit des femmes dans la prison et qui a même fait un bébé récemment, c'est scandaleux, c'est insupportable. Et je pourrais citer des dizaines de faits comme ça et la France, on est foutu. Les prisons sont sursaturées,
Les OQTF, là, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ils sont obligés de quitter le territoire français. Il n'y en a même pas 10% qui quittent le territoire. La justice n'arrive plus à faire face. Le Conseil constitutionnel met des barrières partout. C'est insupportable. C'est incompréhensible. Et donc, moi, je propose une solution. En développant l'activité des îles sur l'agriculture, le tourisme, communication, on a oublié aussi la défense. Parce que moi, je n'ai pas besoin de construire des dizaines de porte-avions. Je prends quelques petites îles et je fais ce que font les Chinois. On fait des plateformes de catapultage et d'ancrage d'avions sur des îles qui ont une dimension de 300 ou 400 mètres, pas plus. Comme un porte-avions, mais il est fixe. Et vous pouvez en avoir des dizaines, et ça coûte que dalle. Si, il y a le système de catapultage et le système d'arrimage à mettre en place, mais c'est rien du tout. Et alors il faut 2, 3, 4 ans pour construire un porte-avions qui coûte une fortune. Là, on pourrait avoir des bases avec des Rafales français, la marine française qui sont... Et on contrôle tous l'hémisphère sud. Et personne ne pourra venir nous emmerder. Bon, ça c'est le premier sujet. Je vais vous parler aussi de... donc ça c'est un premier point. Oui, alors on revient aux prisons. Ces milliers d'îles, vous les choisissez, vous les équipez, vous mettez le système dessalement d'eau de mer automatique, vous apportez toutes les technologies pour qu'il y ait un potager, pour qu'il y ait la pêche, des pirogues pour aller pêcher, mais bien contrôlées par satellite, etc. Et vous pouvez avoir des prisons sans gardien. Comme, par hasard, en Norvège, il y a une prison sur une île où il n'y a plus de gardien. Et ils économisent beaucoup d'argent. Vous avez une prison aussi, et un modèle qui est chez nous, à La Réunion, où il y a un industriel qui s'en est occupé. Il a apporté des énergies renouvelables, mais il se trouve qu'ils ont du terrain. Et ce terrain, ils l'ont exploité. Ils font de l'agriculture intelligente. Ils font de la pisciculture. Cette prison gagne de l'argent. Les prisonniers, ils sont heureux. Et ils savent qu'à la sortie, ils seront formés, ils auront un job. C'est ça l'avenir. Et pourquoi ne pas le faire à grande échelle, nous, puisqu'on a des milliers d'îles? Et c'est ça qu'on souhaiterait faire. Mais ce n'était pas prévu au départ. Au départ, on est parti sur les petits paysans des Pyrénées-Atlantiques et du sud-ouest de la France. On a découvert les îles grâce à De Gaulle, qui nous a suggéré ça. Et une fois les îles équipées, etc., ben pourquoi ne pas aussi résoudre nos problèmes de sécurité où on vit dans nos prisons, ça reste le territoire français, parce qu'un des problèmes, c'est qu'on ne peut pas renvoyer les prisonniers parce que dans leur pays d'origine, etc., prisonniers ou migrants sans permis, je ne sais pas comment on les appelle, oui, si, j'ai un titre. Ils sont en France, mais ils sont illégaux. Des sans-papiers, par exemple, oui. Et, et là, le Conseil constitutionnel ne peut pas s'opposer. On ne les renvoie pas à l'étranger. On les renvoie en France. On les renvoie en France, dans des pays où on va les faire travailler. Ils ne vont rien nous coûter. Et même avec nos cargos là, à voile, je vais les faire travailler sur le cargo. Les Japonais, lorsqu'ils vendent des motos, ils le font toujours sans doute, en Europe ou aux États-Unis, les motos ou les équipements électroniques, etc., ils finissent de les assembler sur le bateau pour gagner du temps. Le cycle time, le temps donc, nous, c'est des voyages qui vont durer 20-30 jours. Eh bien, on fait bosser les mecs. Ils sont sur le bateau, super, à voile, catamaran. Eh bien, ils vont finir de monter nos systèmes de dessalement d'eau de mer, on les fait bosser. Et ceux qui veulent pas bosser, eh bien, on les balance à la baille. Ça, c'est moins politiquement correct. Non, mais c'est une image, bien sûr. L'éducation, c'est très sérieux. Là, il pourrait y avoir des familles avec des gamins, quel que soit l'âge, on pourra les éduquer à distance, on pourra les faire tourner. Bien sûr, j'entends toujours les critiques, hein, on va avoir des critiques de tous les côtés, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de rien faire et de critiquer, parce qu'on est en France, mais que quelqu'un nous apporte la preuve que ce qu'on avance n'est pas viable. Bon, je rappellerai De Gaulle, et De Gaulle viendra s'occuper d'eux, j'espère. Super, merci.
Merci Monsieur Lassus pour cet entretien et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Oui, c'est un plaisir. J'ai la conscience que c'est pas politiquement correct toujours, mais si on se coupe pas le cocotier, et nous avons des milliers de cocotiers sur nos îles, si on se coupe pas le cocotier, rien ne se passera. Et il faut même pas beaucoup de courage, parce que dans la plupart des cas, les gens n'osent pas ceci. Non. Là, on apporte des solutions qui sont vachement simples. Et on ne choque personne, on ne choque pas l'Europe. La plupart de ces îles, il y a des îles, elles sont même plus dans la, sous le contrôle européen, elles sont franco-françaises. Il faut le savoir, ça. Parce que la bureaucratie et tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui nous paralyse. Là, on échappe à ça. Le Conseil constitutionnel, il ne pourra pas s'opposer au fait qu'on envoie des mecs sur une île, c'est la France. Mais on les envoie pas en province. Alors, une chose que je voulais dire quand même, c'est que j'ai parlé de Mayotte, j'ai parlé de la Nouvelle-Calédonie, j'ai parlé de plusieurs sujets avant qu'ils deviennent des sujets d'actualité. Ce que j'ai écrit il y a un mois ou 2 mois, etc., même plus tard, plus tôt, euh, ça a été écrit alors que je n'avais pas les éléments. J'avais conscience, je connaissais un peu Mayotte. La Nouvelle-Calédonie, je connaissais des problèmes potentiels, mais je ne savais pas que c'était devenu d'actualité. Bon, quand je parle des prisonniers, etc., quand je vois qu'hier, à Évreux, un contrôle autoroutier, enfin un péage autoroutier, il y a 2 agents qui ont été tués et 3 qui sont blessés, le mec qu'on venait chercher, qui est un voyou d'origine marseillaise, etc., qui s'appelle Mourad, non, il s'appelle Mohamed, bien, il aurait été mis sur une île, en train de travailler. Parce que ces mecs, il faut les faire travailler aussi. Et s'ils ne veulent pas travailler, ben, ils vont crever de faim parce qu'il faudra qu'ils entretiennent leur jardin, etc. etc. Enfin, je vais un peu fort là-dedans, mais il n'y a qu'un langage un peu viril qui fait que ça pourrait marcher. Et De Gaulle avait mis en place une structure qui s'appelait le Haut Commissariat au Plan, qui avait des pouvoirs considérables. Réaliser qu'en quelques années, 3, 4, 5 ans maximum, on est sorti d'une après-guerre comme une Ukraine qui était balayée, notamment dans le nord-ouest de la France, à un pays qui était devenu un leader dans les énergies nucléaires, dans les transports aériens, dans la défense, etc., dans le vote des femmes, la sécurité sociale, la SNCF. De Gaulle, il a fait ça avec des commissaires au plan qui n'étaient pas des politiques, qui étaient des managers. Et donc, il faut prendre des gens qui ont une expérience de management, qui ont du courage, qui ont les moyens, et qui sauront faire économiser des milliards et des milliards à la France. Le domaine du pénitentiaire en France nous coûte des milliards, des milliards. Alors qu'aujourd'hui, même j'ai prétention de dire que des prisons, on peut les construire très rapidement et pas cher, et qu'on peut gagner de l'argent. Parce que c'est le cas en Norvège, et c'est le cas à La Réunion. C'est combien? C'est 33 000 €, un truc comme ça? Aujourd'hui, c'est 32 000 euros 32 000 le coût d'un prisonnier en France. C'est 1,5 milliard, rien que l'entretien, hein, le faire manger, les garder, etc. Mais rien que de façon négative. Les Norvégiens ont dit, mais ça ne sert à rien d'avoir des citadelles, fait des mecs avec des armes qui sont là jour et nuit, qui ne servent à rien. Donc, mettons les conditions qui font qu'ils ne peuvent pas s'échapper, mais ça ne coûte rien. Et on peut, après, gérer au point de vue contre la pollution, etc., le recyclage, et surtout éduquer les gens, parce qu'un des problèmes avec les jeunes, etc., c'est qu'ils vont en prison, on les garde quand on peut, quand ils ont de la place, mais en plus, on ne fait rien pour les éduquer. Bon, Super, bah, merci beaucoup on va y monsieur arriver. Lassus. On va y arriver.